instant. On va quand même le lire. Non, nous avons tout lu, là, en fait. Voilà. C'est ce verset-là qu'on n'avait pas lu. Voilà. Ici, avec toi, Serge. Serge? Moi? Oui, toi. Oui. Je suis pas au niveau, Raïm. C'est pas grave. Tu fais ce que tu peux. On y va tout doucement. Alors. Il faut se jeter à l'eau, comme on dit. Oui, Si on se jette à l'eau, qu'on apprend à nager. Voilà. Vaït. P. On a ici un P. Vaït. Vaït. Péchou. Pessou. Vaït Pessou. C'est un verset qu'on a manqué là. On va quand même le lire. Vaït Pessou. Vaït Pessou. Et. Améler. Parfait. Vaïalo. Vaïalou, très très bien. Vaïalou, oui. Parfait. Vaïalou. Attention, là, regarde bien le. Là. Parfait. Très bien. Auto. El. Meller. Bavel. Bavel. Rit. Non, c'est très bien lu là. Rivlata, très bien. Rivlata. Vaillé. Pardon. On commence le mot, d'accord. Voilà, oui. Vaïedaberou, ici. Vaïedaberou. Oui, parce qu'il y a un point fort. Alors, on n'a pas encore appris. Oui, j'ai pas appris encore. Serge, j'étais en première année, nous sommes en première année, on vit ensemble, et on n'a pas encore étudié encore le PL, c'est en deuxième année, chez Teacher. Donc là, on va prononcer le Sheva, parce que le Sheva est, vous voyez, sous un point fort, une lettre qui contient un point fort. Voilà. D'accord, donc Vaïedaberou. Vaïedaberou. Itou. Mishpat. Très bien. Traduction. On fit le roi prisonnier et on l'amena auprès du roi de Babylone à Ribla, où l'on prononça sa sentence. Voilà. 2 Rois 25:6. 25:6. Vous voyez ça, donc on l'avait pas lu, donc il faut quand même le lire. Voilà. Et sa sentence, voilà, nous la connaissons. Merci à tous pour votre indulgence sur la lecture. Non, mais non, c'est normal, c'est très bien. Et tu vois, regarde, vous savez, on prend confiance, vous savez comment? En se jetant à l'eau, d'accord? Il faut y aller, et puis il faut lire tous les jours, je vous invite à lire tous les jours à haute voix. Voilà. Nous le faisons ce soir, en fait. Voilà. Et personne n'est né en sachant lire l'hébreu. Ah, ça c'est sûr. Même le français. Merci. C'est juste. Alors, très très bien, on va continuer. Donc, vous voyez donc la vision de la marmite, Ézéchiel 24:3, il faudrait les chercher. Je vous invite à chercher les références. 24:13. 24:13. Mais il faut lire tout le passage d'Ézéchiel. J'ai lu 24:3-6, la parabole. D'accord. Ok. Continuons. Voilà. Très très bien. Rachel et Juno va lire ce passage. Nous arrivons ici. Ein l'école. L'arcole. Okay. Non, mais je dis Ein l'école. Je n'ai pas de voix. Che ne Evanti אותך. D'accord. תרגישי טוב, רפואה שלמה, רחל. לבקש מנני, נני va nous le passage. Attendez, j'agrandis l'image. בבקשה. נני. Sinon je peux essayer. Ko Maradonai Tsevaot. Som Arvi'i
וצום החמישי, וצום השביעי, וצום העשירי יהיה לבית יהודה, לששון ולשמחה ולמעדים טובים, והאמת והשלום אהבו. Très bien, très bien. Traduction, on va traduire ainsi. L'Éternel Sébaoth, le jeûne du 4e mois et le jeûne du 5e, le jeûne du 7e et le jeûne du 10e mois seront changés pour la maison de Juda en joie et en allégresse et en fête solennelle, mais aimez la vérité et la paix. Zacharie. Zacharie 8, 19. Alors, Oh là là. vous vous rappelez comment on a commencé notre cours? On l'a commencé comment? Les 4 tonnes. Exactement. On y revient, regardez bien. On va boucler comme on a commencé. Et je vous dirai pourquoi j'ai commencé comme ça. Regardez bien. Vous vous rappelez de ce verset, Zacharie 8, 19? Oui. Ici. Voilà, nous le retrouvons. J'ai mis 3 points, Jérémy. 3 points. Oui. Alors, on avait expliqué évidemment les quatre jeûnes. Arba, Tatsomot. Ici, donc les 4 jeûnes. Nous retrouvons, regardez. Nous avons traversé toute l'histoire de Tzidkiaou, évidemment. La brèche à Jérusalem. Pour aboutir, regardez bien. Ici. Voilà ce qu'il nous manquait. Il nous manquait les Beit Yehuda, les Sasson, les Simcha, ou les Moadim Tovim, la Emed, Shalom et Havu. Qu'est-ce que c'est ce texte-là? Oh là là, celui qui tape. S'il vous plaît, Bebakacha. Qu'est-ce que ce texte? Pour la maison de Juda, on joie. On a commencé comment le texte? On a commencé La tristesse. tristement, exactement. On a commencé avec beaucoup de pessimisme, de noirceur. Vous voyez? Maintenant, c'est l'allégresse, c'est la joie. La joie, c'est tout le contraire, regardez bien. Le Simcha. La Simcha. C'est l'annonce du Mashiach. Alors, regardez bien Zacharie là. Que fait Zacharie? Quel est son rôle, Zacharie? Il est quelle époque, Zacharie? Il encourage. Oui, il encourage. Il est d'époque Il encourage de beaucoup. Néhémia, Ezra. Vous vous rappelez? Oui. Si. Et puis que dit-il? Regardez que dit-il là. Une chose extrêmement riche. Qui fait d'ailleurs couler beaucoup d'encre d'ailleurs parmi nos sages, nos rabbins, encore aujourd'hui en Israël. Les jeunes sont changés en allégresse et en joie. Oui. Ça veut dire quoi? Que logiquement on ne devra plus jeûner. Et oui, pourquoi? Regardez autant de Zacharie. Que dit Zacharie? Lui, Zacharie, il dit quoi, lui? Il est en train de vivre quoi? Un moment extrêmement important, un moment historique lui-même. Que vit-il? La reconstruction de Jérusalem. Jérusalem, vous vous rappelez? Oui. Grâce à qui? À Cyrus. À Cyrus, le roi Koresh. En Oui. fait, Koresh, Cyrus, qui va permettre la reconstruction Mais du temple. Et que se passe-t-il? Bah, évidemment, si on reconstruit le temple, les jeunes sont devenus inutiles. Inutile. Ah, d'accord. Vous le voyez, alors ce verset-là, nous le rapportons encore aujourd'hui. Et pourtant, regardez bien, on continue, pour la plupart d'entre nous, en tout cas ceux qui pratiquent, de jeûner. D'accord? Oui. Alors, c'est une grande question qui s'est posée, que je me pose, et qu'on se pose tous en fait. Doit-on ne pas jeûner, continuer, ne pas jeûner? Vous voyez, c'est la grande question et qu'on se pose. Pourquoi? Finalement, nous sommes rentrés à Jérusalem. Voilà. On est bien rentrés à Jérusalem finalement. Oui, mais il n'y a pas encore le temple qui a été C'est reconstruit. juste. Ça, c'est absolument. Dans l'absolu, d'accord? Dans l'absolu, il n'y a pas de temple encore. C'est vrai, mais Yvonne, nous sommes quand même aujourd'hui souverains, indépendants. On ne subit plus le jeu des nations, même si évidemment, il y a des pressions par-ci et par-là, comme nous le savons. D'accord? Mais tout de même, aujourd'hui, on est en Israël, à Jérusalem. Baruch Hashem. Capitale. C'est la capitale de Jérusalem aujourd'hui. Pour nous, c'est la capitale de Jérusalem. Certains, vous savez qu'il y a, à propos de ce verset, il y a tout un débat en Israël, dans le monde, on va dire, religieux, pratiquement religieux. Certains diront qu'il n'y a plus besoin de jeûner. Certains diront qu'on doit jeûner. Et certains diront qu'on peut jeûner que la moitié de la journée. Vous voyez?
et finalement, manger à partir de l'après-midi, quoi, si vous le voulez. D'accord? Ne pas attendre la fin du jeûne pour manger. C'est une grande, grande discussion. Est-ce que je peux intervenir? Mais si, Mais pas pour veiller. Pour veiller sur le peuple, veiller sur Israël, veiller sur comme une prière de veille. oui, J'ai entouré Israël, Jérusalem d'une protection de prière et de jeûne. oui, tout à fait, ça oui, c'est juste. Mais au niveau du jeûne, Nelly, au niveau du jeûne, certains, et moi je connais beaucoup de religieux qui ne jeûnent plus aujourd'hui. D'accord? Pour différentes raisons. Même pour des raisons, je veux dire, qui sont liées à la reconstruction du pays, de Jérusalem. Quand vous allez à Jérusalem, c'est une grande, grande métropole, une grande, grande ville. En fait, ils estiment qu'il y a la liberté de culte, ils peuvent prier où ils veulent. D'une certaine manière, le temple est déjà là, si vous voulez. Ah, D'une certaine manière. Vous le voyez, même si on ne peut pas se rendre et prier sur le mont du temple, vous le savez qu'on n'a pas malheureusement le droit même de dire un psaume. D'accord? On se fait expulser du mont du temple. Mais tout de même, il faut quand même les choses comme elles sont. On est aujourd'hui libre, on est souverain en Israël, on peut aller à Jérusalem quand on le veut. On n'est plus autant de Nabucodonosor, comme le reconnaître. Donc, certains, vous voyez, vous direz qu'il est temps d'appliquer ce verset. Oui. Oui, une remarque, Bavakasha. Est-ce que je peux intervenir? Bien sûr, Esther. Il y aura quand même le temps de la délivrance, il y aura quand même deux jeunes. Il y a Yom Kippour et celui de Pourim et Yom Kippour. Pourquoi? Parce que ce sont deux jeunes de la résilience. Un jeune où le peuple a été sauvé, c'est le jeune d'Esther. Le jeune Pourim. C'est juste. Pardon, on fêtera Pourim. Et le jeune de Kippour parce que c'est un retour. C'est comme une renaissance. C'est juste. Ce que dit notre ami Esther est juste. Vous voyez? Donc ces jeunes-là, d'ailleurs tu remarqueras, Esther, vous remarquerez, frère Esther, que là dans le texte, on ne parle pas de Kippour, hein. Oui. On parle des 4 jeunes, hein. Ouais. Et en plus, voilà, tout à fait. Et voilà, tout à fait. Donc, c'est après Guédaïa que ça a eu lieu la destruction de Jérusalem. Donc il faut coller au texte, hein. Il faut coller au texte ici. Par rapport. Ce sont des jeunes qui sont d'ordre historique, en fait. Si je puis dire accidentel. Ici, vous le voyez, à l'origine, on n'aura pas dû jeûner. Mais on va jeûner parce que justement, on va fauter dans le texte. On faute, Israël va nous rappeler à l'ordre, et évidemment, viendra un jour, mais on n'aura plus besoin de jeûner, c'est ce que dit Zacharie ici. Et donc, à chaque fois, la synagogue, vous savez qu'à la synagogue, à chaque fois, ce verset est répété, dans l'espoir que puisse advenir un jour, on n'aura plus besoin de jeûner. Voilà. Je voudrais demander à Nissim, Seban, Nissim. J'aimerais voir l'avis de notre ami Nissim, ça m'intéresse. Mais en attendant, Haïm, Bevakasha. Oui. Alors, Oui. Il est là. Oui, attendez, un instant, Yvonne, oui, Nissim. Oui, je suis avec vous. C'est vraiment une question très, très pertinente que vous posez et qu'on peut se poser. Mais sur le plan de pure halakha strict, maintenant, on considère qu'il faut quand même jeûner. C'est la halakha, tout à fait. Oui, parce qu'il y a La halakha il n'y a pas de temple encore. Physiquement, il n'y a pas. C'est pour cela, parce qu'il n'y a pas de temple. C'est ce que dit notre ami, c'est lié à la reconstruction du temple, tout à fait. Vous voyez, c'est pour cela. Il y a toujours quelque chose de gênant là. C'est rond et il y a une poubelle pour Tout à fait. Yvonne, vous voulez intervenir? Oui, Bevakasha. Yvonne. C'est une question juste de grammaire, de grammatique, grammaire, oui. Et quand on écrit, j'ai vu là le mot Hamati, c'est du mot Hamas. Pourquoi le Samer, il disparaît? Quel mot? Hamati? Oui, Hamati. Pourquoi les Samer de Hamas? Non, parce que là, attention, on a Hama, pas Hamas. Hama, avec un He à la fin. Avec un He à la fin qui se transforme en Tav. Ah, d'accord. Exactement, comment dis-tu prière, Yvonne? Une prière. La tefila. Tefila, très bien. Oui. Ma prière. Tefilati. Ah, tefila. Tefila, voilà. Est-ce que c'est le he? Oui, ça, d'accord. Le terme à l'état absolu, on va mettre le point. Oui, le he se transforme en table, oui, Voilà. ça c'est ok. Et dès lors que tu veux dire ma prière, un instant, on va changer de couleur, Ah oui, le he devient
Ah, Tav. mm. Ah, d'accord. Et puis pour le mot, alors, ça c'est Hama. Hama. Chama. Je croyais que c'était Hamas. Le Chama, Hamas. non, La Chama. violence. Ça ressemble, mais c'est Chama. Chet même He. Ah, d'accord. Ah, ok, oui, parce que je Ça me suit disais. la règle de la chaîne construite d'ailleurs. Hein. Oui, Alors, oui, remarque. non, tout à fait. Oui, oui, mais je me disais, mais comment le Samer peut disparaître? Je ne comprenais pas, mais c'est parfait. Tu m'expliques que c'est pas avec un Samer, c'est avec un He. Alors, Tout là-bas, alors, je t'en prie, voilà. Alors regardez bien, nous avions commencé par donc, le verset de Zacharie, on boucle par Zacharie. Vous voyez? Oui. Attendez un instant, voilà le dessin que je vais proposé. Vous vous rappelez? Voilà ce que je rajoute maintenant. Après avoir étudié Zacharie, voilà ce qu'on peut rajouter. On va rajouter ceci. Pour être positif, on est toujours positif. Voilà ce que je viens de rajouter. C'est la même vignette, vous voyez, mais j'ai rajouté. Qu'ai-je rajouté? L'exil de Babylone. Le retour à Sion. Retour à Sion. Retour à Sion. Alors, vous voyez, entre l'exil de Babylone et le retour à Sion, il y a combien d'années? 70, à la même âge d'Israël maintenant. 70 ans. 70 L'âge ans. d'Israël, exact. Ouais. 70 ans. Voilà. Et évidemment, alors, entre la destruction du second temple et 1948, d'accord, en fait, vous imaginez combien de temps? 2000 ans, hein. Voilà, l'exil a été long. Le second exil a été très très long. Et là, évidemment, tous les juifs du monde entier reviennent. On a maintenant là, cette possibilité de rentrer. Vous imaginez, c'est un cadeau de l'Éternel. Hein. Ah oui, Voilà. tout à fait. Ok, alors ce que je voudrais vous montrer, pour finir, aussi un point extrêmement important, c'est qu'aujourd'hui, c'est hier en fait, le 10 Tevet, a été déclaré par les autorités religieuses d'Israël, par les deux premiers grands rabbins d'Israël, le jour du Yom Akadish, qui veut dire, peut-être que Nani va peut-être nous aider, Nani, Kirali. Yom Akadish, c'est le jour du Kaddish. Yom HaShoah. Du Kaddish, alors du Kaddish général ou public, si vous voulez. De Ici. tout. Absolument. Alors, quel est l'intérêt de ce jour? C'est les rabbins ont décidé qu'on devait lire le Kaddish, Pour tous. qui n'est pas une prière de mort, attention à l'origine. C'est une prière de sanctification. On loue, en fait, on sanctifie le nom de Dieu en Israël et en fait parmi les nations. Pourquoi? Parce que ce jour-là, qu'est-il de particulier? En fait, on veut commémorer le nom de tous celles, en fait, qui n'ont pas eu de sépulture, qui ont été assassinés durant le soir et qui n'ont pas eu de sépulture. On ne sait pas finalement où ils ont été finalement enterrés. Voilà. C'est terrible. Tout à fait. Alors, ça, c'est le premier point. Deuxième point, et là, vous voyez ici, sur la grande à l'image, quelqu'un que nous avons beaucoup aimé. C'était notre voisin, il s'appelait Peter Greenfeld, extrêmement connu en Israël. Hein. C'était un Nitzol Shoah, un rescapé de la Shoah. Il est né en 40, il est mort l'année dernière. C'était une grande peine pour nous. C'était notre voisin. Il habitait dans mon immeuble, en fait. Et quand on a fait notre aliyah, lorsqu'on est venu en Israël, on est arrivé à Ashkelon, ce sont eux qui nous ont reçus. En fait. Alors, qu'est-il de particulier? C'est une histoire assez forte. Il est considéré comme étant le plus jeune enfant rescapé d'Auschwitz. D'une part, et d'autre part, quel est le rapport avec justement le 10 Tevet? C'est que sa sœur jumelle, il ne l'a jamais retrouvée. Il fait partie de ce qu'on appelle les jumeaux de Mengele. Auschwitz, vous vous rappelez, il a subi des tests. Absolument atroces, cruels. Oui. Toute sa vie, il aura les conséquences, subir les conséquences de ces expériences cruelles perpétrées par les nazis à Auschwitz. Et toute sa vie, il va se mettre à rechercher sa sœur jumelle. C'est une quête après sa sœur jumelle. On en a beaucoup parlé, je me rappelle, c'est un sujet difficile d'ailleurs. Mais il en a parlé, il a eu beaucoup de filles, il a fait beaucoup de filles, il a été écrit sur son histoire. Et en fait, et il a été, vous voyez son nom? C'est pas son vrai nom, Greenfeld. Son vrai nom, c'est Kleinman. Mais il a tenu à garder ce nom Greenfeld. Pourquoi? Parce que lorsque les camps d'Auschwitz lorsque les camps ont été libérés par les Russes, en janvier 1945, en fait, que s'est-il passé? C'était un gosse, c'était un tout petit enfant en fait. Il a été oublié.
il s'est endormi dans les neiges. Il s'est endormi dans les neiges. Et il y a un homme qui s'appelait Shmuel Greenfeld, en fait, qui avait un petit enfant dans les neiges, qui était en train de mourir, en fait, qui l'a récupéré, qui lui a sauvé la vie. Voilà. Et donc, toute sa vie, il demandera à être appelé par le nom de celui qui l'a sauvé et adopté. Ah, il adoptait. Et à cette époque-là, alors il faut savoir qu'à cette époque-là, Peter ne connaissait pas son nom de famille. Pourquoi? Toute sa famille a été décimée à Auschwitz. Non, en fait. Sa sœur, bon, il l'a jamais retrouvée. Ses parents ont disparu. Toute sa famille. Hein. Il est le seul survivant de sa propre famille. Et donc, il portera le nom de Greenfeld. Il lui faudra plusieurs années, pour retrouver son véritable nom. Ça, il le fera grâce justement à Israël, avec les recherches de Yad Vashem. Il y aura des recherches qui seront faites à Yad Vashem, au mémorial de la Shoah à Jérusalem, et on retrouvera son vrai nom. Il s'appellera Kleinman. Vous imaginez le travail, le parcours? Waouh! Alors, ce que je vous propose... Oh, pardon. Je t'en prie. Que signifie Zayin Lamed? Zayin Lamed veut dire Zal, Zichrono Levracha. Que sa mémoire soit une bénédiction pour nous. Ah, d'accord. En Israël, dès que quelqu'un disparaît, un homme ou une femme d'ailleurs, on rajoute toujours Zal. Les initiales de Zichrono, de sa mémoire, Zikaron c'est la mémoire, Levracha. Oui. Vous voyez, il n'y a pas de sépulture, en tout cas, pour tous ceux qui n'ont pas peur de sépulture finalement, et de tombe, au moins, qu'est-ce qui reste? La mémoire. La mémoire. Il faut savoir que Peter Greenfeld a accompagné pendant toute sa vie, hein, et c'est une vocation en fait, c'est devenu une vocation, il accompagnait en fait des groupes d'enfants, de lycéens à Auschwitz. Vous savez qu'en Israël, il y a un programme pour tous les lycéens, dans toutes les écoles. Hein, mes propres filles, nos trois filles l'ont fait. Arrivé en première terminale, il y a un voyage en fait extrêmement qui se prépare bien évidemment à Auschwitz, dans les camps de concentration, en Pologne plus particulièrement, où les enfants visitent, évidemment avec des rescapés eux-mêmes, qui racontent eux-mêmes, à l'endroit même où ils ont vécu l'enfer en fait. C'est un retour en enfer. C'est une thérapie en fait. Je dirais pas cela. Ils sont indirectement, non. Je préfère dire mémoire. Travail de mémoire. Oui, tout à fait. Travail de mémoire. Travailler autrement, retourner le vivant. Je peux vous dire qu'avec Peter, notre ami Peter, en fait, c'est jamais été de thérapie, hein. Jamais, hein. On ne peut pas, en fait, je crois pas, se soigner de ce qui s'est passé, en fait. Il a été marqué à vie. En fait, sujet extrêmement délicat. Lui, il avait décidé d'en parler. Et il était en fait un témoin vivant. Vous savez que dans quelques années, il n'y aura plus de témoins vivants de cette terrible Shoah. Voilà. Et donc, l'ouverture au révisionnisme, évidemment, on le vit très bien encore aujourd'hui, malgré la présence de ces rescapés. Regardez autour de vous, regardez l'information. Forisson, là. Forisson vient de disparaître, d'accord? Eh bien, il y en aura d'autres encore. Vous voyez, donc il faut donc perpétrer la mémoire. C'est aussi le rôle du Distevet. En tout cas, c'est ce qu'ont voulu faire nos rabbins. Et sinon, histoire extrêmement forte de Peter Greenfeld. Annie, est-ce que tu peux intervenir? Oui, Nani. 1907, oui. Nani. Oui, parce que ce problème de transmission me tient particulièrement à cœur. Pour ceux qui ne savent pas, je suis juive, j'ai été enfant caché et mon père était un survivant d'Auschwitz. Donc c'est une bonne raison. L'une de mes petites filles est allée à Auschwitz. C'était un voyage organisé par le conseil régional des Hauts-de-Seine pour des jeunes de terminale. La plupart de mes enfants sont allés en Israël, certains sont allés à Yad Vashem, d'autres... Enfin bref, je passe sur tout ça. Ce que je voulais surtout dire, pour que la mémoire se transmette, et je m'adresse à vous tous, et vous faites passer à vos amis juifs, chrétiens et autres, il y a plusieurs sites qui sont vraiment à visiter. Il y en a un, c'est le mémorial de Shoah. Oui. Il y a le site de Yad Layeled,
Et il y a Yad Vashem France. Les trois font un énorme travail et il faut vraiment faire connaître ces sites, les regarder vous-même. Ce sont des sites qui sont vraiment très très clairs et vraiment le faire connaître au maximum autour de vous pour que la mémoire ne se perde pas. Voilà, c'est très très important parce que, comme l'a dit très justement Chaim, ma génération va disparaître dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, enfin 20 ans, c'est probablement plus là, mais bon, alors ça de nos enfants, ils vieillissent aussi, les petits-enfants passent encore, et après. Et après. Voilà. Et c'est pour ça que c'est vraiment très très important de faire connaître ces sites et que nos enfants, nos petits-enfants les fassent connaître aussi. On a un devoir de mémoire en fait. Est-ce que tu... Natacha, Nani, est-ce que tu peux noter en chat les noms exacts? Écoute, ce que je vais faire, Martine, je ne suis pas très forte en chat, mais par contre, je sais très bien me servir des mails. Si tu veux. Je vais tout envoyer à Chaim. Oui. Si ça ne pas trop Chaim, il va le transmettre à tous. C'est ce qu'elle est le mieux. Je vous enverrai dans la conférence. Merci, Nani. Je t'en prie. Merci, Chaim. Il y a aussi un site en Belgique que j'ai visité. Merci, Michel. À Brendonk. C'est dans le nord de Bruxelles. Et bon, c'est vraiment impressionnant. C'est 40-45, mais il y avait déjà en 14-18. Donc, ils ont commencé à travailler ce site pour recevoir pour être comment dirais-je, c'était un travail de mémoire. De cerveau des Allemands qui étaient déjà là à ce moment-là. Ah oui, d'accord, non, c'est ça. C'est une forteresse quelque part qui a été créée. Et au départ, c'est comme on faisait du travail forcé. Voilà. On emmenait les gens et ce n'était qu'un endroit de passage après les envoyer en Allemagne, vers l'Allemagne. Très bien. En tout cas, merci à vous. Alors, ce que je vous propose, je peux rajouter juste. Excuse-moi, oui, Serge, excuse-moi. Oui, je t'en prie. C'est très intimidant, effectivement, de parler après ce que vient de dire Nani, au regard de son vécu et des témoignages qu'elle peut apporter. Mais je voudrais ajouter à la notion de mémoire. Je suis allé personnellement à Auschwitz contre l'avis d'un certain nombre de mes amis juifs en France qui m'avaient déconseillé d'y aller parce que, bon, pour des raisons très complexes, des polémiques sur la véritable destination de la visite d'Auschwitz, etc. Mais peu importe. Ce que je voudrais dire là, c'est qu'au-delà de la mémoire, qui évidemment est le combat essentiel, comme l'a dit Chaim, des Forissons, il en meurt un, il en est 30. Et que le problème de l'antisémitisme, c'est sa permanence. C'est qu'il dure, et c'est qu'il persiste, et c'est qu'il existera toujours. Et que donc, il faudra toujours que nous soyons là pour combattre pied à pied l'antisémitisme. Mais l'expérience d'Auschwitz que j'ai vécue personnellement, quand je suis arrivé à Auschwitz 2, la diapo qu'on a sous les yeux, là, avec les rails, le train, c'est là que vous prenez la mesure de ce qu'a été l'invention dans l'Europe occidentale du XXe siècle de la mort industrielle, de la destruction massive. Je reprends le titre du livre que vous connaissez tous, voilà, la destruction des Juifs d'Europe, qui était le programme, qui était ce qui avait été programmé. Souvenez-vous, la conférence de Wannsee, etc. Ce qui avait été écrit, ce qui avait été préparé, ce qui avait été organisé, tout cela, toutes les montagnes du monde que nous pourrons gravir ne nous permettront pas d'arriver à prendre la mesure
de ce qui a été ce possible-là. Voilà, c'est ce message-là que je voulais partager avec vous, parce que moi, c'est quelque chose qui me réveille tous les matins et m'empêche de dormir tous les soirs. Voilà. Ben, merci beaucoup, en tout cas, à toi, Serge, Anani, pour vos témoignages. C'est important parce qu'on ne se rend pas compte, tant qu'on n'a pas été sur place, des humiliations, de l'horreur, en fait. Ben, je vous le dis, moi, je ne m'y suis pas encore rendu, j'aimerais beaucoup m'y rendre. Et nos 3 filles qui sont rendues, il y a un bouleversement, hein. C'est bouleversant. Nos filles ont lu, vous savez que nos filles ont lu donc les noms des parents de Peter Greenfeld. Peter, notre voisin, un très bon ami en fait à nous, vous avez demandé que lorsque nos filles seraient respectivement, parce qu'elles sont au même moment, parce qu'elles se rendraient à Auschwitz, qu'elles lisent le nom des propres parents. Je peux vous dire que cela marque à vie. Wow. On est marqué, comme mes filles, on sont marqués à vie. Hein. Être sur place et sur place, c'est le lieu même. Vous voyez, dire les noms de tous ceux qui ne sont plus, en étant israéliens, parce que n'oubliez pas que nous venons d'Israël. C'est vraiment, regardez bien, c'est les ossements desséchés d'Ézéchiel. On revient à Ézéchiel. Vous vous rappelez, la résurrection finalement des morts, d'une certaine manière. Vous voyez. Et c'est très très poignant de voir comment un peuple qui aurait dû disparaître totalement est là, bien présent, et rappelle le nom la mémoire de ceux qui ne sont plus. C'était assez fort. Je crois qu'il ne faut pas, Haïm, il ne faut pas aller jusque-ci-bas, mais si on va en Israël, à Yad Vashem, c'est très dur aussi. On fait tous les parcours, mais j'étais et c'est vraiment le vivre. Voilà, c'est impressionnant, on voit les objets, les images, les enfants, la vie d'avant qu'ils avaient et puis après qu'ils disparaissent. C'est effrayant voir cela comme ça. Je vous invite, comme nous l'a dit Anani et comme tu nous le dis si bien Yvonne, pour ceux qui viennent en Israël pour la première fois, qui ne connaissent pas, première chose à faire, je dirais même avant même d'aller au Kotel, c'est de se rendre à Yad Vashem. D'accord? À mon avis, commencez par Yad Vashem, Montréal. Et en fait, la Shoah, et donc avec un guide, si vous le pouvez, c'est encore mieux, parce que c'est un endroit extrêmement éprouvant. Hein. Quand on entre, quand on ressort pas très bien, je vous l'avoue. Donc il faut le faire, généralement, il vaut mieux le faire avec d'autres amis, d'autres personnes. Vous voyez, c'est un endroit extrêmement émouvant. Et comme vous le savez, tous les chefs d'État qui se rendent en Israël doivent obligatoirement, c'est dans le protocole, se rendre à Yad Vashem. Tout commence là, en fait. Et ça, vous voyez, c'est notre histoire. Mais, Aïm, tous les chefs d'État passent par Yad Vashem, mais ça les empêche pas pour autant comment on pourrait dire, oui, de ne pas être forcément d'accord avec notre politique. Oui, plus que pas être d'accord, parce que quand je lis que la France vend des armes au Hezbollah et ainsi de suite, ça s'appelle plus ne pas être d'accord, ça s'appelle favoriser le crime. C'est vrai, mais quand même, il faut quand même reconnaître les choses comme elles sont. Les chefs d'État savent très bien, parce qu'ils vont se rendre en Israël, que la première chose qu'ils vont devoir faire, c'est pas une question c'est pas facultatif, hein, c'est obligatoire dans le protocole. Ils doivent forcément se rendre à Yad Vashem. Il y a eu un problème il y a plusieurs années. Encore, on va juste en dire un mot rapidement, parce que Jacques Chirac s'était rendu en Israël, il ne voulait pas se rendre à Yad Vashem. Oui, je me rappelle. Si vous vous rappelez, oui, je me rappelle. Il a même eu quelques petits problèmes. Tout a été filmé d'ailleurs. Et on lui a dit, écoute, si vous ne vous rendez pas à Yad Vashem, vous êtes personne non grata en Israël. D'accord? Oui. Donc ses conseillers l'ont calmé et ils ont dit, il vaut mieux. Et alors, voilà. Mais il faut quand même pas enlever, d'accord, non plus à Jacques Chirac, parce qu'il ne l'aurait pas, il a quand même fait de très bonnes choses ici au niveau des Juifs, comme vous le savez. Voilà. Mais au niveau de Yad Vashem, il y a eu quelques problèmes. Parce que c'est la mémoire. Tout commence avec la mémoire. Si on ne se rend pas à Yad Vashem, c'est comme si, je dis bien comme si on effaçait la mémoire d'Israël. En tout cas de la Shoah, d'accord? Et ça, vous savez qu'en Israël, nous vivons en Israël. En Israël, Shoah est partout, dans la littérature. Vous savez que toute la littérature moderne est marquée par la Shoah. Si vous lisez Aaron Appelfeld, par exemple, tout à fait. Vous verrez que la Shoah, elle est là, d'accord? Tous les grands écrivains d'aujourd'hui ont écrit à partir de la Shoah, ont été marqués par la Shoah. Nos enfants sont marqués par la Shoah.
moi-même, si vous regardez, si vous suivez mon enseignement à chaque fois, presque à chaque fois, j'y reviens. Je ne peux pas, ça nous colle à la peau, quoi. On peut pas. C'est la mémoire, quoi. Et on a cette inquiétude, cette angoisse même, je dirais, ben, de voir cette mémoire partir, disparaître, avec tout ce qui se passe autour de nous, comme vous le savez très très bien. L'antisémitisme, le révisionnisme, l'antisionisme aujourd'hui, vous voyez, qui est une forme de nouvel antisémitisme, comme vous le savez, etc., etc. Donc c'est l'important, je crois que le Distévet, d'une certaine manière, vous le voyez ici, et nous rappelle nos racines et la mémoire, ça, ne vont pas oublier d'où nous venons. Alors ce que je vous propose, on va, oui, un dernier remarque. Oui, bien sûr, mais Vakasha. Oui. Voilà. Oui, bonsoir à tous. Je voudrais encourager Nani parce que Alicia, bonsoir. Moi, je fais partie du bureau de Yad Vashem. Voilà, parce que en fait, j'habite à Nice et on a un comité donc de Yad Vashem qui est très très dynamique et on organise beaucoup de choses, beaucoup d'activités au niveau de la mémoire. D'accord. Et on a énormément d'élèves aussi, et peut-être justement on témoigne et il nous reste encore des rescapés de la Shoah. J'en ai une qui habite à côté de chez moi, dont je m'occupe d'ailleurs, je la tiens et tout. Je l'encourage, je la chouchou, parce que voilà. Martine, excuse-moi d'abord, c'est super pour merci pour ton témoignage. Est-ce que vous filmez ces témoignages? Vous les gardez, vous les conservez? Oui, il y en a certains, oui. Parce qu'en Israël, il y a un programme, aujourd'hui, on filme en fait, on garde tous ces témoignages, on les garde pour les générations à venir. Alors ce ne sera jamais évidemment comme un témoin vivant, ça jamais. Mais au moins, on a cette mémoire ici. Oui. Voilà. Et ça, donc, c'est très très important. Puis des livres aussi, voilà. Merci beaucoup, Martine. Martine, si tu es d'accord, Chaim peut t'envoyer mon adresse mail, on peut échanger nos adresses mail. Pas de problème. Je crois qu'on a des choses à se dire toutes les deux. Voilà. Oui, je veux bien. Ouais, d'accord. Merci à vous. Alors, merci beaucoup, Martine, pour ce que tu fais. Merci beaucoup, vraiment, merci infiniment. C'est très très poignant. Voilà. Vous voyez comment ce jeune, d'accord, institué, en fait, il y a 2500 ans, en tout cas, c'est que cette histoire que nous avons relatée est actuelle encore aujourd'hui. Alors, ce que je vous propose, on va d'abord finir notre étude. Après, je vous propose deux petits films. Un sur la nuit de cristal, un commentaire. Oui. La nuit de cristal. Et après, vous verrez un document beaucoup plus positif sur les violons de l'espoir. Voilà. Ah oui. Pour ceux qui connaissent. Oui. Voilà. Donc, vous voyez... il paraît, on ne l'a pas vu, mais il paraît que c'est passé sur TF2. Oui, mais alors j'ai pas pu avoir celui de France 2, en fait, et le retirer, j'ai pas pu le retirer, mais je vous ai retiré la même chose, à peu près la même chose, vous allez le voir. Ok. Tu nous donnerais la référence de ton... Oui, je vous donnerai les références. Okay, mais Chaim, il est 20h48, tu finis tôt. Waouh! C'est bien, je tiens compte de ceux qui vont demain travailler. D'accord. C'est impressionnant. Et je tiens, alors c'est très bien, je tiens à alléger, d'accord, nos webinaires, d'accord, et il tient compte aussi de ceux qui ne jeûnent pas.